beau jour, il accouche d'une idée. C'est une de ces idées toutes simples, comme il en arrive parfois, une idée toute bête, une idée évidente. Elle lui paraît si évidente qu'il se demande pourquoi elle ne lui est pas venue plus tôt. À première vue, cette idée a tout l'air d'être une bonne idée. Comme souvent les bonnes idées, elle paraît couler de source une fois formulée. Elle l'a pris par surprise, il ne l'attendait pas, il n'avait pas programmé sa naissance. Elle est venue au monde sans prévenir personne, par le canal de l'intuition. Un matin comme un autre, il est dans la rue, il n'a rien de spécial en tête, et brusquement apparaît une idée toute mignonne, sans défense, le corps frêle, la respiration fragile. Elle tend ses petits bras et s'adressant à lui dit « Papa !» Cyril Martinez, vous êtes l'auteur de plusieurs romans que je pense on peut qualifier de littérature expérimentale. Je ne sais pas si le terme vous convient. Ça me semble un peu excessif de parler d'expérimental. En tout cas, je vois d'autres pratiques expérimentales, mais je pense, même si elles m'ont influencé à un moment, je ne pense pas être dans ce registre d'expérimental. Voilà. Et par ailleurs, vous êtes aussi l'auteur de textes performés, filmés. Oui. Alors en fait, j'ai eu deux groupes de musique qui en fait étaient deux groupes de reprises, dans l'esprit des groupes de reprises. Oui. Mais la reprise se faisait non pas par la musique généralement, qui ce sur quoi on fonde les reprises, on reprend des chansons. Là, je reprenais des textes. L'idée, c'était d'être dans la reprise de textes. Donc le premier groupe de reprises, qui s'appelait Jaune Sous-Marin, on reprenait des chansons, mais on reprenait les textes en réalité, qui étaient en traduction littérale en français. Et donc je lisais en restant le plus proche du timing de la chanson. Et le deuxième était un groupe qui s'appelait France Po. Et donc là, c'était des reprises à partir des bibliographies d'hommes politiques. Donc on chantait la bibliographie complète et exhaustive d'hommes politiques. On s'était basé sur les élections présidentielles de 2007, absolument. Et donc voilà, il y avait les candidats, donc c'était Sarkozy, Ségolène Royal, etc. Oui, on peut voir ces vidéos-là sur YouTube notamment. Alors oui, il y en a quelques-unes, ouais. Dans vos textes, en tout cas les deux plus récents romans qui ont été publiés, Musique rapide et lente et De jeunes artistes au chômage, il y a quelquefois des traductions dont on reconnaît on comprend quelle est l'origine. En général, ce sont des chansons qui sont connues dans l'histoire. Des standards, oui. Des standards du rock. Sur la langue rock, ce qui m'intéressait quand j'ai fait ces traductions littérales, c'est que pour moi, je voulais reprendre finalement la langue d'un adolescent, de groupes d'adolescents qui se mettent à chanter en anglais. En fait, ils ne savent pas l'anglais. Quand on a 16 ans, c'est pas bien l'anglais, on a un niveau de collégien, de lycéen. Donc je me disais, finalement, ils ne chantent pas en anglais, ils chantent en rock. Ouais. Et ils chantent en rock. Et du coup, c'est vrai que dans la langue rock, contrairement à la chanson française, où l'idée, c'est celle de la poésie en quelque sorte, c'est-à-dire que le texte français de la chanson française, qu'on appelle la chanson française ou la chanson en texte, c'est que le texte doit marcher tout seul, même sans la musique. Alors que dans la chanson rock anglo-saxonne, il est absolument inséparable de la musique. Alors il n'est pas toujours très clair, il n'est pas toujours très compréhensible, parfois c'est volontaire, en fait, souvent d'ailleurs dans le rock anglais, on entend vachement les accents des régions, l'accent du nord de l'Angleterre, etc. Très 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 marqué, volontaire. Alors c'est vrai que je reprends, j'aime mieux reprendre, alors sans exagérer, effectivement, des formes de métalangage, etc. Et plutôt des formes populaires, effectivement, par exemple du marketing, de la publicité. Dans le dernier, je reprends vraiment des choses comme ça. Je reprends même celui de l'art, par exemple les communiqués de presse que j'avais repris, texto, etc., qui m'amusaient bien. Et dans le dernier, effectivement, il y a clairement le langage de la presse rock qui apparaît, du marketing urbain qu'on voit apparaître à plusieurs moments, voire effectivement de la publicité ou d'un régime télévisuel. Et là, je reprends également un type de représentation télévisuelle, c'est-à-dire je fais des changements de plateau. En gros, c'est exactement le changement de plateau, les changements d'interlocuteur, entre chacun qui essaie de s'emparer de la parole et d'avoir l'autorité. Alors c'est vrai que j'ai voulu faire absolument l'archétype du groupe de rock, avec tous les passages obligés, voilà, dans lequel... Et effectivement, donc cette histoire du rock, elle arrive tard.
Elle arrive à un moment où c'est un petit peu fini, où les archétypes sont posés, voir le rock qui peut-être avait un programme, s'est donné un programme, d'après ce que disait le sociologue Paul Yonnet, il avait un programme, le rock, en 3 temps, qui était la libération sexuelle, la fin des différences raciales et les transmissions entre générations. Et il s'est assigné ce programme qui, au fond, il a réalisé, dans la mesure de ses moyens. Et du coup, on arrive à la fin d'une histoire, en tout cas des formes. Pour moi, c'était déjà, le rock était fini. En gros, je pourrais te dire, ça va de Elvis à Sepultura. Et après, effectivement, on passe dans des formes plus convenues et voilà, assez prévisibles. Alors sur ce, du coup, les personnages ici arrivent après à la fin d'une histoire qui est déjà construite, dont on connaît les éléments. Et ce que je voulais dire à travers tout ce langage convenu, c'est qu'au fond, ils étaient aussi, comment dire, dominés ou déjà par, je veux dire, il y avait des figures imposées qu'on leur imposait. Voilà, celle voilà, de la presse rock, des tas de choses qui leur sont imposées. Et eux, justement, ils en prennent conscience assez rapidement de ces choses comme ça. Et comment dire, ils y résistent. Et rapidement, on voit que finalement, ce langage-là, en fait, qui arrive, en fait, il leur impose des attitudes, des façons de penser. En tout cas, voilà. À chaque fois, le langage arrive comme une autorité dès le début. On voit, et je pense que ce qui va apparaître, par exemple, c'est quand même la déviance. Et, voilà, le groupe s'appelait The Outsiders, ce groupe dont je m'inspirais. Donc, ça pourrait dire les déviants, que j'ai traduit par les étrangers, parce que ça me semblait plus contemporain comme problématique. Et au fond, la norme, ça serait finalement celle d'avoir du succès. Ça serait la norme. Effectivement, quand vous êtes musicien, on vous dit, si vous n'avez pas de succès, c'est que vous n'êtes pas réellement musicien. Quand vous êtes écrivain, on vous dit, est-ce que vous vivez de ça? Toujours. Et dans la majorité des cas, si vous dites non, pour les gens, vont dire, bon, ben, c'est pas un écrivain, c'est quelqu'un qui fait ça dans ses loisirs. Et oui, c'est quelque chose que j'ai dans mes loisirs, et je suis un écrivain du dimanche, ça me va très bien. Enfin, voilà, cette forme d'amateurisme, mais après tout, elle est... Et du coup, c'est vrai que je voulais mettre en avant ces langages structurants. Sur le précédent livre de Jeunes artistes au chômage, je décrivais un espace dominant, le mythe du New York, de New York voilà, après l'art moderne en fait, qui avait pris. Et donc là, je voulais faire l'inverse, de partir d'un espace un petit peu dominé, en fait, en quelque sorte, c'est-à-dire un espace. Voilà, je m'étais inspiré de ce groupe qui s'appelait The Outsiders, dans aussi un album, dont je me suis inspiré en fait. Donc en fait, c'est un groupe qui est réputé comme étant le plus connu en fait, des années 60, mais qui ne soit pas ni anglais, ni américain, ni australien. Autrement dit, c'est un groupe pas connu. Voilà. Même s'il a eu du succès, mais voilà. Donc je voulais traduire un peu cet espace un peu dominé. Voilà. Et donc c'est vrai que les personnages ont rapidement une conscience de ça. 1, 2, 3, 4. On est un groupe qui fait du bruit, beaucoup de bruit. On joue sur 2 accords de 3, 4 notes. On débute, on n'a pas besoin de grand chose, 2 accords, 6 ou 8 notes. C'est suffisant pour faire du bruit, beaucoup de bruit. On ralentit, on accélère, on ralentit. On joue fort, on joue doucement, on joue très fort, très doucement. On crée des rythmes et des durées, on construit des blocs d'intensité. On fait plus de bruit à 5 que tout seul, c'est l'avantage d'être 5. Les premiers gueulent, le second gronde, le troisième frappe, le dernier hurle. On est un groupe de 5 qui fait du bruit, beaucoup de bruit. On ne fait pas n'importe quel bruit. On fait du bruit avec des instruments de musique. On fait du bruit musical, notre musique est bruyante. On joue à fond, on joue très fort, on joue le plus fort et le plus à fond possible. On est un groupe qui fait du bruit, beaucoup de bruit. Je voulais écrire les phrases extrêmement simples. Effectivement, alors dans l'esprit, voilà, peut-être une certaine musique, ça correspondait effectivement à un vocabulaire musical pauvre. Et voilà, je voulais écrire vraiment. Alors finalement, voilà, ça évolue et il faut que. Voilà. Mais au départ, l'idée, c'était vraiment d'être l'équivalent effectivement du refus de la sophistication et d'être au contraire voilà, dans le tout venant. Donc c'est une langue qui est infusée par des tas de choses aussi, voilà, effectivement la publicité, etc. La littérature aussi, ou l'art qui apparaît, mais au même niveau. L'idée, c'est que tout apparaisse au même niveau. Alors, c'est pas des références, mais il y a des choses qui sont plus sophistiquées, qui reviennent aussi
la sociologie, de Howard Baker, voilà, qui avait travaillé de la sociologie de plusieurs choses en fait, voilà, qui apparaissent là-dedans, ou de Daniel Arras sur la peinture, mais ça se voit pas du tout, je pense. Voilà. Et tout ça apparaît au même niveau. Les gars préfèrent encore cumuler chômage et magouille alimentaire. Ils font ce qu'ils considèrent comme nécessaire et juste. Cependant, ni la police ni les assistants sociaux ne partagent leur point de vue. La police, les parents et les assistants sociaux pensent qu'il est nécessaire et juste de trouver un travail honnête et déclaré, même mal payé. Voilà, ça c'est vraiment l'expression de la déviance, voilà, de la normalité, voilà, qui s'exprime. Alors pour le coup, là c'est vraiment Howard Baker. Là j'ai repris des éléments, presque la paraphrase de définition de la déviance par Howard Baker. Donc voilà. Mais au départ, je ne parle pas de la sociologie. Hein. La sociologie ou les sciences sociales, elles arrivent après l'intuition, si vous voulez. Vous parlez dans Musique rapide et lente, à un moment donné, de la rhétorique propre au métier. Vous parlez de la coiffure. C'est incroyable comme les salons de coiffure ont du monde, font du fric, embauchent du personnel qualifié. La clientèle se compose essentiellement de femmes venues de l'Est et des îles, mais les salons accueillent aussi bien des autochtones. Les salons doivent s'adapter aux différents goûts, aux différentes modes, aux différents types de cheveux. Les coiffeurs doivent être capables de satisfaire les envies des femmes de l'Est d'être coiffées à la mode des îles, les envies des femmes des îles d'avoir une coupe dans l'esprit femme de l'Est, les envies des autochtones de s'inspirer des deux modes pour en créer une troisième qui n'appartiendrait qu'à elle. Elles ont besoin de changement, elles ont envie de couleurs, d'éclat, de volume, elles veulent être lumineuses et fraîches. Elles confondent dégradé et filé, elles ne voient pas toujours la différence entre mèche et balayage, et vous devez comprendre, interpréter, traduire. Elles ont envie de volume quand leurs cheveux sont fins, elles veulent des cheveux lisses quand elles sont frisées. Elles veulent une coupe qui serait à la fois dans l'air du temps et temporelle, quelque chose d'ultra féminin. Vous voyez le truc, bien sûr, éternellement féminin, c'est parfaitement clair. Vous voulez être belle, tout simplement, à petit prix, évidemment. D'abord, il faut savoir que dans ce métier, on ne doit jamais prononcer le moins possible. Le métier requiert de la rhétorique. Il faut savoir argumenter, séduire, compter, inventer des formules magiques. L'air de rien, on oriente le client vers ce qu'on a dans l'idée du fourguer. On négocie, on use de stratagèmes vicieux, on interroge, on demande des précisions, on reformule, on invente des atouts, des prétendues qualités capillaires qui seraient bon de mettre en valeur. On parle d'éclat, de volume, de mouvement. On n'hésite pas à flatter, on dit « ce serait dommage à votre qualité de cheveux d'opter pour un défrisage ». On est vraiment prêt à tout. Vous invitez la cliente à prendre place sous le casque à vapeur. « Madame, je vous en prie, asseyez-vous. Prenez votre belle voix intense, grave, envoûtante. Détendez-vous, fermez les yeux. L'opération durera 1 heure. Écoutez-moi. Imaginez. Été, bord de mer, soleil rasant, vent chaud, mer chaude, thym allé, régime de poissons exotiques, fruits cueillis sur l'arbre, vacances au paradis. Vous faites corps avec la nature. Sous l'effet du sel et de la mer, du soleil et du vent, vos cheveux se sont patinés. Visualisez des pointes légèrement blondes, une petite touche naturelle qui tout à coup vous éclaire le visage, affine vos traits, vous donne un coup de jeune. Vous ne vous êtes jamais senti autant vous-même qu'aujourd'hui, vous êtes rayonnante, et maintenant, ouvrez les yeux. Alors, on pourrait dire que quand même cette langue obscène, parce qu'imposant des modèles, etc., il s'agit un petit peu, alors je vais reprendre un terme très utilisé en ce moment, de la réenchanter. Ouais. Effectivement, il y a quelque chose comme ça dans ce langage qui est performatif, en fait, qui va créer des choses, de l'intégrer absolument là-dedans, pour qu'il soit visible et savoir ce qu'on va faire avec. Ce que je voulais dire aussi par rapport, je réfléchissais, je voulais dire par rapport à le fait qu'il y ait tous ces langages qui apparaissent dans le texte et qui veulent imposer quelque chose, qui veulent imposer, au fond, à travers le langage de différentes natures, donc effectivement la publicité, la presse, la mer, qui va imposer quelque chose, c'est toujours on veut leur imposer leur histoire. On veut écrire leur histoire à leur place. Et ce qu'ils refusent, en fait, c'est toujours ça, finalement. Toujours se détachent, en fait, de ces formes d'autorité,
même si c'est parfois des autorités bienveillantes. Ça peut être une autorité, elle n'est pas forcément négative, mais en tout cas, ils cherchent s'en extraire. Et du coup, je voulais que ça apparaisse à travers le langage, et non pas avec des situations romanesques classiques, même si il arrive qu'il y ait des dialogues quand même, mais des confrontations, mais je voulais que ça parte vraiment de la langue. Oui, il me semble que d'ailleurs le désir d'expression des étrangers, le groupe de Wally, c'est justement ça, c'est qu'on ne parle pas à leur place, qu'on décide de rien à leur place, qu'on ne conduise pas leur carrière, qu'on ne conduise pas leur discours, et ça conduit finalement à des situations qui, en apparence, peuvent paraître absurdes. Le fait que pendant un concert qui s'organise, enfin qui est très mal organisé, avec des débordements, ils finissent par se battre avec leur public, et accepter ça, c'est la manifestation de leur autonomie finalement. Oui, oui, absolument. Ils ne sont pas là pour satisfaire leur public, mais pour faire ce qu'ils ont à faire, dire ce qu'ils ont à dire. Ils ne savent pas forcément quoi, mais en tout cas, on ne va pas les tromper. Exactement. Ils ne savent pas quoi, a priori. Ça se fait, finalement, comme dans l'écriture, ça se fait au travail. C'est quand on travaille qu'on trouve les formes qui nous conviennent. Alors, il y a un mot qui est un peu... qu'on a du mal à employer aujourd'hui, c'est liberté, en fait, je crois. Ouais. Simplement, voilà. C'est un mot... on parle davantage de réussite ou de succès ou d'intégration dans un milieu. On ne parle pas vraiment... Alors, la liberté, évidemment, elle est peut-être... voilà, on l'associe à des formes d'individualisme parfois. Aujourd'hui, voilà, il y a toujours ce truc entre les mouvements un peu libertaires, oui, entre libre et libertaire. Il y a toujours la confusion entre les deux. Oui. Voilà. Alors ça, c'est un peu aussi la littérature finalement. C'est un peu à elle de prendre en charge aussi des choses. Par exemple, là, je pose un peu la question dans Musique rapide et lente, de façon à la fois transparente et très... pas évident non plus, parce que je ne voulais pas faire un texte militant non plus, c'est pas mon objet, mais des questions de la citoyenneté par exemple, qui s'appellent les étrangers, c'est pareil. C'est des étrangers et qui pourtant sont citoyens d'un pays. Donc, comment ça se pose ça? Comment ça se pose? Donc on voit ils sont étrangers dans leur pays, et du coup l'étranger en fait il est dans un pays qui n'est pas forcément le sien, en tout cas, mais son paradoxe c'est qu'il ne peut pas en sortir. C'est qu'il en sort, voilà. Et en opposition, il y a les voyageurs, donc ceux qui peuvent voyager. Et le problème de cette notion de citoyenneté, je trouve que c'est que les pouvoirs publics ne la prennent pas en charge. Finalement, qui la prend en charge, finalement? Et du coup, voilà, c'est peut-être un peu le truc de la littérature aujourd'hui, de prendre en charge ces questions. Alors en faisant, je voulais faire une parabole comme ça, qui soit un petit peu, mais... voilà, c'était un petit peu une parabole là-dessus, mais... fallait pas qu'elle soit trop transparente, qu'elle change un peu l'objet. Alors voilà, je la prends à travers l'industrie du divertissement, des choses comme ça. Voilà. Pourquoi elle ne se poserait pas là aussi, dans la position des artistes, etc. Situé dans la continuité du centre historique, les allées du nouvel espace urbain constituent un espace commercial piétonnier qui n'est pas seulement un centre commercial. La mixité fonctionnelle favorise le passage des habitants du quartier ainsi que des passants en quête de promenade ou de shopping, protégés des intempéries grâce aux toits de verre. Les immeubles à vocation résidentielle sont implantés de part et d'autre des allées. Les commerces occupent les rez-de-chaussée. Les logements comportent presque tous des balcons avec vue sur des jardins privatifs qui décorent les toits des commerces. La hauteur modérée des bâtiments, 4 à 5 étages maximum, et leur forme architecturale offre un espace aéré et original. L'implantation des immeubles ne tient pas compte du réseau de voirie. La plupart des îlots se dressent autour de terrasses intérieures aménagées en jardin. Dans l'atrium, lumière du jour et éclairage artificiel s'harmonisent de sorte à offrir une luminosité constante, claire, douce et reposante, comme un printemps éternel. Où sommes-nous? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Les garçons sont complètement paumés. Ils ne reconnaissent pas la ville où ils habitent, où ils sont nés, où ils sont en même temps citoyens et étrangers. Ils se demandent même s'ils n'en auraient pas changé. Si on les écoute, ils auraient voyagé jusqu'à un paysage tout neuf, une espèce de ville vierge, ou bien une parodie.
l'œuvre d'un farceur reconverti dans la promotion immobilière. Pourtant, on ne voit pas de raison pour que ce soit pas la ville où les choses se passent depuis le début. Souvenez-vous, nous n'en sommes que très peu sortis. En réalité, ce n'est pas une autre ville. Ce n'est même pas une ville. C'est le nouvel espace urbain. Un lieu de loisirs, de services et de vie quotidienne. On avait pensé que le projet consistait à rénover cette partie de la ville. Or, on a fait bien plus qu'une rénovation. On a fait une fausse ville à la place de la vraie. Laissez-vous tenter par une expérience urbaine d'un type nouveau. Finalement, cette redondance, elle fait comprendre quelque chose qui n'existerait pas avec une description sobre, élégante, efficace. Voilà. Alors, c'est parfois, je trouve qu'on a tendance à se compliquer les choses. Et quand j'avais écrit ce passage sur ce nouvel espace urbain, donc, qui propose une reconfiguration de la ville, une nouvelle ville, un espace que je connais bien, dans la ville d'Aix-en-Provence, ils ont fait à côté du centre-ville bourgeois quelque chose. Je peux appeler quelque chose, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, j'ai pensé à cet endroit et j'ai voulu dans un premier temps l'écrire. Enfin, l'écrire comme j'écrirais texte littéraire. Je ne sais pas ce que c'est comme texte littéraire. Si j'avais des critères de texte littéraire, pour moi, je pense voilà. Et donc j'ai commencé à l'écrire, voilà, comme un texte comme ça. Puis je suis revenu à la documentation que j'avais de départ. Et finalement, je l'ai repris tel quel. Parce qu'au fond, ce langage, il était suffisamment éloquent. Et que je ne voulais pas avoir une position de surplomb, évidemment, où la critique serait trop évidente. Pour moi, ce langage-là, mis dans un texte, le lecteur voit de suite. Ça suffit pour qu'il exerce son regard critique en disant « mais qu'est-ce que c'est cette langue étrange qu'on utilise ?» Et souvent, dans cette langue-là, souvent je me dis, c'est ça, ce qui m'intéresse, c'est que c'est étrange. C'est que c'est quand même étrange, quand on y pense, quand on la lit vraiment. C'est quand même, ça charrie des choses assez incroyables. Cette langue-là, on n'a pas une bonne réflexion dessus, finalement. On la refuse quand on est un peu esthète, et puis en même temps, on la connaît mal. On la connaît mal les potentialités. Exactement. On la connaît mal parce qu'on la lit mal. Voilà. Je pense qu'effectivement, on habite une langue comme on habite un lieu. Et si on n'habite pas la langue, on n'habitera pas le lieu. Au fond, les choses sont un petit peu liées. Et cette langue, en fait, qui apparaît... en fait, c'est une langue morte, en fait. C'est ça qui est bizarre. Et moi, d'une certaine façon, il y a l'effet vitaliste de remettre cette langue morte qu'on ne lit pas parce qu'elle nous est... parce qu'elle glisse, en fait. Tout en faisant un travail de fond par sa répétition et par la langue du management, par exemple, etc. Au fond, on ne la lit pas vraiment. Voilà. Donc moi, ce que je veux la mettre, c'est la mettre, effectivement, un petit peu en avant et au même niveau. Du coup, ça fait des effets voilà, de décalage, peut-être, qui, au moins, le mettent... voilà. C'est pour ça que la langue, par exemple, du marketing urbain, je la mets en début de chapitre. J'aime bien la mettre en début de chapitre. Et après, il se déroule une histoire à partir de là, ou des situations. Cette façon d'utiliser la langue et la langue morte du marketing, c'est une expérience en littérature. Oui. C'est pour ça que je trouve que c'est pas si éloigné que ça d'autres choses. J'ai pensé par exemple à Bernard Heidsieck, qui a fait des choses en récupérant. Et lui, il a côté plasticien, utiliser les matériaux pour synthétiser quelque chose. Vous partez dans la direction opposée finalement. Avec cette langue-là, vous ne faites pas des bribes qui vont synthétiser un climat. Vous partez du climat voilà. que ça induit, ça va vers autre chose. C'est inattendu. Et pour ça, à mon avis, vous méritez bien le terme d'expérimentateur en littérature. Mon idée, effectivement, dans tous ces... Effectivement, Bernard Heidsieck et tout ce qui a été... Et après le cut-up, etc. Disons, ça focalisait sur des choses. Et moi, je voulais, en fait, ces éléments comme ça, les intégrer dans un récit. Et voir aussi ce que ça raconte et comment ça peut produire du récit. En fait, ces éléments... extra-littéraire, etc., comment ça va produire du récit, comment ça va... Et non pas les isoler, peut-être, contrairement à ce que faisait par moment la poésie. Voilà, je voulais les intégrer, c'était voilà, voir ce que ça
pouvait produire en termes narratifs, par exemple. Voilà. Alors là, effectivement, on peut parler d'expérimentation. Qu'est-ce que ça produit en termes narratifs quand on les intègre dans un récit absolument romanesque? C'est-à-dire que les conventions du roman sont respectées. Hein. Il y a des chapitres, il y a des retraits paragraphes, il y a des... Voilà, tout est absolument, mais pas du tout... Je voulais que ce soit une... Je trouve souvent, en fait, les livres littéraires, les romans en particulier, partent d'un a priori, qui est de savoir ce qu'est la langue littéraire. Et moi, c'est un truc, voilà, le livre me tombe des mains immédiatement dès que je vois ça. Je vois le roman qui commence avec la phrase qui pose la situation au passé simple. Voilà, ça produit de l'attendu et une langue littéraire qui, pour moi, n'existe pas, en fait. Elle est à chercher sans cesse.